Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Merci de nous avoir rejoints. J'espère que vous allez bien. On démarre la nouvelle émission du jour avec un retour au niveau de l'éducation nationale. Le gouvernement l'a annoncé, la reprise de l'école sera obligatoire dès ce lundi 22 juin. Comment les écoles se préparent à la venue des élèves? Eh bien, nos journalistes sont allés voir du côté de Petit-Réderchin. Salut Morane. Salut Thibaut. Comment ça se passe? Alors comme tu l'as dit, ce matin on est allé voir à l'école primaire de Petit-Réderchin pour faire le point sur la situation avant l'arrivée des 80 élèves d'ici lundi. Alors vous ne les verrez pas, les professeurs et les élèves, on n'a pas voulu les déranger, il y a beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à rattraper. En fait avec l'arrivée du nouveau protocole qui est tombé hier soir, alors Thibaut, ce protocole je l'ai là, il a été allégé, on le verra un peu plus tard avec Madame le maire Florence Zins, on l'aura un tout petit peu plus tard en interview. Et je tenais également à rappeler que nous avons essayé de contacter plusieurs écoles ce matin, mais certaines n'ont pas voulu communiquer sur le sujet. Alors à noter également qu'un protocole sanitaire allégé ne veut pas forcément dire que tous les établissements scolaires seront en mesure d'accueillir leurs élèves par manque de place, par exemple. Merci Morane et merci à Uranie qui t'accompagne au cadre. On vous retrouve plus tard dans le journal. Mais avant d'attaquer le gros morceau, on fait un petit tour de l'actualité. C'est tout de suite dans notre Flash Info. Les crèches de l'agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Porte close au Carré Louvain suite aux inondations. Mercredi après-midi, de fortes pluies se sont abattues sur le secteur. La galerie commerciale de Sarreguemines a été impactée. Des végétaux obstruaient le système d'évacuation de l'eau. Le problème a été corrigé. Le président du BTP interpelle les députés de la Moselle. Il veut des mesures concrètes, notamment une annulation des charges sociales patronales pendant 1 an et que le crédit d'impôt de la transition énergétique soit de nouveau ouvert à l'ensemble des contribuables. Les pompiers d'Ambarroth recrutent. La section des jeunes sapeurs-pompiers est à la recherche de nouvelles recrues, nées entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008. Un marché paysan à Wölflin. Dimanche 21 juin, de 9h à 13h, vous pourrez aller à la rencontre des producteurs locaux. Rendez-vous sur la place Saint-Michel. Soleil, nuages, vent, pluie. Quelle recette va nous concocter le ciel pour demain? C'est parti pour les prévisions météo. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la matinée de demain s'annonce bien ensoleillée, mais assez fraîche. En cours de journée, quelques nuages s'ajoutent au décor et une instabilité se développe. Quelques averses sont attendues pour la nuit. Côté température, le matin, elles seront comprises entre 8 et 11 degrés. Au plus chaud de la journée, elles seront comprises entre 18 et 21 degrés. Demain, nous serons le vendredi 19 juin, nous fêterons les Romualdes. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h39. Je vous laisse en compagnie de Thibaut. Bonne fin de programme à tous et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On retourne tout de suite à Petit-Réderchin où notre journaliste Morane s'est rendue à l'école primaire. Elle n'a pas pu obtenir de témoignages suite à l'arrivée du nouveau protocole pour l'école obligatoire le 22 juin. Elle s'est donc prêtée au jeu en respectant le protocole sanitaire actuel. Regardez. Là, je suis dans la salle de classe des CE2, CM1. Alors, comme vous pouvez le voir, la table est espacée de 4 mètres carrés. C'est ce qu'indiquait le premier protocole sanitaire. Avec le nouveau protocole sanitaire, les 4 mètres carrés tomberont et laisseront place à 1 mètre de distance linéaire. Là, je me mets à la place d'un professeur d'école. Le masque, pour l'instant, est toujours obligatoire, mais lundi, ils vont tomber, car ce ne sera plus obligatoire de le garder pendant les heures de cours si la distanciation physique est possible entre le professeur et les élèves. Alors maintenant, je me trouve dans les couloirs de l'école et comme vous pouvez le voir, des flèches au sol pour indiquer le sens de circulation, pour éviter que les élèves ne se croisent. Et également sur le côté, les crochets où les élèves sont habitués à poser leurs affaires ne sont plus accessibles. Et cela pour éviter en fait que toutes les affaires soient rassemblées en un seul bloc. Donc ils gardent maintenant leur sac dans la salle de classe à côté de leur table.
Maintenant, je me trouve dans les toilettes de l'école et comme vous pouvez le voir, un robinet sur 2 est fermé pour éviter que les enfants ne soient trop proches. Et venez avec moi, ici, les toilettes également, 1 sur 2 fermés pour éviter toute contamination. Ensuite, du côté des enseignants, ils n'ont pas souhaité répondre face caméra, mais plusieurs se disent plutôt sereins parce que l'établissement permet le respect du protocole à 100%, donc l'arrivée des élèves restants ne leur fait pas peur. Et après ce petit tour d'horizon de l'école, me voilà maintenant dans la cour de récréation et plus précisément sous le préau. Alors comme vous pouvez le voir ici, des dalles de couleur ont été installées pour faire respecter les 1 mètre de distance entre chaque enfant. Donc voilà, je me place, il y a bien 1 mètre entre moi et les autres. Et il faut noter également que l'établissement est nettoyé 2 fois par jour, le midi et le soir. Vous l'avez entendu, le nouveau protocole sanitaire est donc tombé pour les établissements scolaires hier soir. Ce matin, Morane a rencontré Madame le maire de la commune de Petit-Réderchin pour faire le point sur la situation. Oui Thibaut, je suis avec Florence Zins, bonjour. Bonjour Morane. Alors dites-nous, comment est-ce que vous avez réagi suite à l'annonce du gouvernement sur la reprise des écoles obligatoires le 22 juin ? Pour nous, c'était un soulagement de pouvoir accueillir à nouveau tous les élèves. Nous accueillons déjà les élèves depuis maintenant, c'est la 3e semaine et tout se passe très bien. Donc pas de soucis particuliers par rapport à ça. Et vous, en tant que Madame le maire, comment est-ce que vous allez aider l'école à mettre en place ce nouveau protocole qui est sorti hier soir ? Je viens de lire le protocole, donc il a été assoupli, très assoupli même, donc au niveau des distanciations qui étaient en place. Avant, il fallait 4 mètres carrés par enfant. Aujourd'hui, il ne faut plus qu'1 mètre latéral entre chaque élève. Je pense qu'il va quand même falloir rester encore prudent et respecter les gestes barrières pour tout le monde. Et donc Thibaut, tu l'as entendu, on reste prudent. En attendant, les 80 élèves retrouveront le chemin de l'école d'ici lundi. Et puisque tous les écoliers retournent en classe, les cantines vont reprendre du service. C'est en tout cas ce qui va se passer à Sarreguemines. Durant l'accueil des enfants dans le cadre des mercredis éducatifs, Julia Bitran a pu faire le point avec l'adjointe au maire en charge de l'enseignement et du périscolaire et avec la coordinatrice des accueils périscolaires. Reportage. À Sarreguemines, on est dans les starting blocks pour lundi. Tous les écoliers sont censés retourner en classe. Une nouvelle phase dans les écoles que la ville a décidé d'étendre aux périscolaires, dont les 3 sites seront ouverts. Si 100% des enfants reviennent, il faut multiplier les bus parce que les mesures sanitaires dans les bus sont bloquées à 30 enfants par bus. On a besoin de 50, donc voilà. Donc aujourd'hui, on a vraiment cette incertitude. Combien de repas commandés pour lundi? On ne sait pas. Donc c'est vraiment une grosse difficulté, mais je pense qu'à partir du moment où on dit que l'école reprend normalement, je pense que nous, derrière, il faut qu'on propose ce service aussi aux parents, parce que je pense que les parents ne comprendraient pas pourquoi le périscolaire ne s'adapte pas. Avant la crise du Covid, environ 440 enfants déjeunaient chaque jour à la cantine, répartis sur les 3 sites. Et une 50aine d'enfants fréquentaient le périscolaire de la cité après la classe, tandis qu'ils étaient une 20aine sur le site de l'ancien hôpital du Parc. Depuis le 14 mai, date de reprise des écoles sarregueminoises sur la base du volontariat des familles, le périscolaire a repris, mais dans les écoles et avec repas tirés du sac. Les effectifs ont augmenté au fil des semaines pour passer d'une 40aine au début à une 100aine aujourd'hui. Et une 20aine d'enfants fréquentent l'accueil du mercredi. À partir de lundi, les écoliers mangeront à nouveau chaud sur les 3 sites. Pour l'association Les Francas, qui gère le périscolaire de Sarreguemines, une nouvelle adaptation est nécessaire, une fois de plus. Alors c'est compliqué parce qu'il faut s'adapter tous les 15 jours. Tous les 15 jours, on a eu de nouvelles consignes, des protocoles qui changeaient, du matériel qu'il a fallu trouver pour pouvoir procéder aux accueils. Heureusement, il y avait les enfants sur place qui permettaient d'aller de l'avant et puis d'ouvrir des perspectives, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on a réaccueilli des enfants, beaucoup de choses ont été dédramatisées, même si on reste prudent. Que notre travail, c'est aussi de protéger les enfants, de protéger les équipes sur place. Donc c'est beaucoup d'adaptation, surtout beaucoup d'adaptation. La grande inconnue, ce sont les chiffres de fréquentation dans les écoles et au périscolaire. De l'aveu même de l'adjointe au maire, si tous les élèves retournent à l'école, gérer 1 mètre de distance entre eux dans toutes les salles de classe de la ville risque de poser des difficultés.
Du côté du périscolaire, on compte déjà 170 enfants inscrits pour la cantine lundi et les chiffres continuent de grimper. Les parents ont jusqu'à ce jeudi soir pour inscrire leur enfant. Le périscolaire suit un double protocole, celui de l'Éducation nationale et celui du ministère de la Jeunesse et des Sports. Concernant la nouvelle version, applicable à partir de lundi, pour le moment, seul le protocole de l'Éducation nationale vient d'être diffusé mercredi après-midi. Toute une nouvelle organisation pour seulement 2 semaines d'école, soit 8 jours de classe, ou peut-être plus. Je ne suis pas convaincue que le virus ait disparu en septembre. Je ne suis pas convaincue qu'on pourra retrouver normalement nos habitudes, nos manières de fonctionner normalement. Donc peut-être aussi que cette phase de 2 semaines permettra de faire un petit bilan pour voir comment on va se préparer pour la rentrée prochaine de septembre. Certains n'ont pas attendu le 22 juin pour reprendre. Le conservatoire municipal de Sarreguemines a rouvert cette semaine, mais différemment. Les professeurs de musique donnent des cours individuels à leurs élèves. Pour la danse et le théâtre, leur nombre est également limité. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. Effectivement, elle progresse désormais de nouveau avec elle, les élèves d'Anne-Sophie Divou de Florène. Une reprise appréciée, enjouée et en petit comité. 5 élèves parcourent au maximum pour respecter la distanciation physique inscrite dans le protocole sanitaire. Après de longues semaines d'enseignement à distance, la reprise des cours en présentiel change la donne et permet de corriger certains défauts. Plus elles sont petites, plus elles se sont exprimées sans contrainte physique, de placement, de posture, tout ça. Donc il faut remettre faut revisser un peu les boulons. Il faut essayer de les remettre un petit peu dans la tenue, la posture d'une danseuse classique, un petit peu plus conventionnelle, on va dire. Du côté des instruments, les élèves ont même droit à des cours particuliers. En raison toujours de la nécessaire distanciation, il y a un élève par cours. Cela permet aussi de bénéficier d'un enseignement de meilleure qualité par rapport à celui que les élèves ont pu avoir à distance depuis chez eux. Des deux côtés des écrans, le son ne va pas être le même. Ça va dépendre des outils numériques utilisés. Et clairement, le son est transformé. Et le professeur n'a pas le son réel dans les oreilles. Néanmoins, les cours à distance ont permis aux élèves du conservatoire de conserver leurs acquis, voire même davantage. Ils ont énormément travaillé, pour beaucoup ils ont progressé. Ils ont joué le jeu de travailler par Skype et ils avaient aussi un peu davantage de temps. Donc ils ont énormément travaillé pour se préparer aux examens qui auront lieu au mois d'octobre. Au départ, il était prévu que le conservatoire ne rouvre pas cette année, mais l'amélioration de la situation sanitaire a permis la reprise des cours en présentiel. Tout le monde en est ravi, les élèves et les enseignants. Les échos sont vraiment très favorables et nous sommes ravis d'avoir pu ouvrir. Un protocole strict a bien évidemment été mis en place, un parcours a été dessiné dans les couloirs du conservatoire, il y a les produits nécessaires au lavage des mains à l'entrée et les élèves doivent prendre rendez-vous pour réserver un créneau avec leur professeur. A noter que les cours de chant et de formation musicale n'ont pas encore pu reprendre, impossible en effet pour ces 2 enseignements de respecter la distanciation physique. Et sur cette note de musique, je vous propose de faire une petite pause. On se retrouve tout à l'heure avec d'autres reportages. Nous parlerons de masques, de lampes et de vin. A tout de suite. L'assainissement avec le SDEA, des professionnels au service de tous au pays de Beach. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner.
Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Envie d'une nouvelle voiture ? Go-Car Bike, c'est plus de 25 ans d'expérience et une équipe de passionnés qui est là pour vous guider dans votre projet. Confiez-nous votre recherche personnalisée et qui sait, peut-être que votre bonheur se trouve déjà sur notre parc. Pour rouler l'esprit tranquille, optez pour nos solutions de financement avec extension de garantie jusqu'à 6 ans. N'attendez plus, venez nous rencontrer au 18 rue des Bouvreuils à Sarreguemines. Go-Car Bike, go! Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Toute l'équipe de la Maison Berre est heureuse de vous revoir en ville. Nous continuons à appliquer scrupuleusement les gestes barrières et avons maintenu notre service de livraison à domicile sur Sarreguemines. Soucieux de vous faire partager notre savoir-faire artisanal, tous nos produits sont faits maison. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, clairement, là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. La crise a fait émerger pas mal de nouveautés et malheureusement une nouvelle incivilité est apparue avec l'épidémie. De nombreux masques chirurgicaux sont abandonnés au sol après usage, une situation peu respectueuse de l'environnement qui est dans le viseur des autorités. Voici une petite enquête signée Thomas Drouin. C'est un des effets secondaires des gestes barrières préconisés pour faire face à l'épidémie de Covid-19. De nombreux masques chirurgicaux se retrouvent jetés dans la nature par des personnes peu respectueuses de l'environnement. Le phénomène avait déjà été remarqué sur les parkings des magasins lors du confinement. Et avec le déconfinement, c'est un peu partout que l'on retrouve ces masques usagés, à même le sol. Et ces masques composés de plastique ne se décomposeront pas avant longtemps. Et même décomposés, ils représentent encore une source de pollution. Afin de faire face à ce phénomène, jeter un masque sur la voie publique sera bientôt passible d'une amende de 135 €. À Sarreguemines, la police municipale veille à limiter ce type d'incivilité nouvelle. Et ses élus de tutelle se veulent rassurants mais fermes. Alors globalement non, il faut dire quand même que la population est très respectueuse des consignes, c'est-à-dire on en trouve très rarement, on est face à de rares cas, particulièrement le matin de bonne heure quand la police municipale fait ses premières patrouilles, mais globalement la population respecte les consignes. Il faut savoir par exemple que dans le centre-ville on a quand même pratiquement une centaine de poubelles dans lesquelles on peut facilement déposer son masque. Aujourd'hui on en appelle à la responsabilisation individuelle, c'est-à-dire qu'on va aussi bien sensibiliser, faire un petit peu de pédagogie aussi, sans oublier qu'effectivement en cas de flagrance, on ne manquera pas de verbaliser. Pour ce qui est de jeter ces masques usagés, direction la poubelle donc, et dans la poubelle de la bonne couleur bien sûr. Pour le coup, il n'y a pas d'hésitation à avoir, c'est la bleue. Il est important qu'ils ne soient pas déposés dans les sacs oranges. Pourquoi ? Parce que les sacs oranges sont destinés aux déchets recyclables. Donc ces déchets-là sont triés à la main par des agents de tri. Et si maintenant on devait y déposer ces déchets-là qui peuvent être potentiellement contaminés par le virus, bien sûr ça peut être un risque sanitaire pour nos agents. D'ailleurs, l'usage d'un masque réutilisable permet de diviser la quantité de masques jetés du nombre de fois que l'on peut laver le dit masque. Une autre manière de diminuer sa quantité de déchets.
Pour les 800 ans de la cathédrale Saint-Étienne et à la demande du diocèse de Metz, un concours d'artistes avait été lancé pour créer une lampe. C'est le projet de l'abbé Loïc Bonisoli et de l'artisan vitrailliste tervillois Yves Mendes qui a été retenu. La lampe brille actuellement dans la nef de l'édifice, mais elle est aussi déclinée en modèle réduit pour les paroisses et les particuliers. Nous vous proposons de rencontrer les concepteurs de cette fameuse lampe. C'est régulièrement qu'il revient admirer et entretenir son éclat. Loïc Bonisoli est l'un des concepteurs de la lampe du Jubilé réalisée pour les 800 ans de la cathédrale. Je viens la voir de temps en temps, je viens voir un petit peu la cajoler, des fois il peut y avoir un petit peu de poussière, il peut y avoir des choses. Je viens voir comment ça se passe, comment elle va. Sa flamme, protégée par un habillage de verre aux couleurs de feu, repose sur une pierre de Jaumont et son socle, en acier patiné, reprend la silhouette élancée de l'édifice. Je pense que globalement, quand on arrive et qu'on la voit, on a compris que c'était la silhouette de la cathédrale qui était dessinée de manière très légère et en même temps très robuste. Donc la base solide et la légèreté de la cathédrale qui s'envole dans le paysage messin. Et l'objet recèle de nombreux symboles. Une frise qui se lit dans les deux sens, l'évocation des 4 grands saints, piliers de l'édifice. Mais ce qui subjugue le regard, c'est ce triple vitrail évoquant la Trinité aux nuances vives et irisées. Il a été conçu et fabriqué par le vitrailliste Yves Mendes dans son atelier de Terville. L'artisan d'art a choisi un matériau précieux obtenu par coulage sur table du verre en fusion et s'est lancé un défi bien particulier. Pour chaque lanterne, j'ai dessiné les contours et il fallait surtout pas se tromper dans la coupe parce que si je casse une seule pièce, eh ben, elle n'est plus en raccord avec les autres. Sinon, il faut tout recommencer. Personne n'ose faire ça. Aucun verrier n'ose faire ça, c'est un travail de titan. Reproduire l'effet des flammes, mais aussi monter le verre en volume après l'avoir serti de baguettes de plomb. Le travail est titanesque, mais l'artiste qui réalise aussi des modèles réduits à destination des particuliers et des paroisses du diocèse a été particulièrement motivé par ce projet. Potentiellement, il y en a 649 à faire, donc une par paroisse. Donc c'est extraordinaire. Et puis je voulais aussi que ce projet-là ne soit pas que pour les 800 ans, mais que ça soit aussi pour se recueillir, pour des baptêmes, pour d'autres célébrations, qu'on puisse l'utiliser encore une fois, qu'elle vive. Le feu du Saint-Esprit, la flamme de l'amour, la lueur de l'espoir, chacun peut donner à cette œuvre sa propre interprétation. Quant à la lanterne du bon Dieu, elle a désormais une lumière nouvelle qui scintille dans la nef de l'édifice. De Metz, nous partons en direction du village de Lironcourt, à proximité de Châtillon-sur-Saône. Là-bas, des bénévoles ont planté une vigne expérimentale. Il y a notamment des pieds de pinot gris, pinot noir, chardonnay et auxerrois. Les premiers raisins seront vendangés dans 3 ans. Et si les résultats sont au rendez-vous, ils imaginent déjà à long terme installer un vigneron. C'est un reportage de Ludovic Bisilia. Alors ça, c'est du pinot gris. Donc ça, c'est un cépage relativement moderne. Vraiment un cépage où on aura un raisin quand même assez sucré. Pinot gris, c'est des vins assez légèrement moelleux. Ce sont peut-être les prémices d'une véritable renaissance sur les hauteurs du village de Lironcourt, à proximité de Châtillon-sur-Saône. Ces bénévoles ont planté le week-end dernier une vigne expérimentale. À la fin du 19e siècle, ces coteaux étaient recouverts de 60 hectares de vignes avant d'être dévastés par le phylloxéra. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques arts. Pourquoi pas cette initiative, oui, quand même. Il faut du renouveau un peu dans cette partie du vignoble. Et voilà, on continue. Il y a eu des bonnes années de récolte, 76, 47, c'était des années mémorables ici, avec du vin qui arrivait à 15 degrés. Hors de question en revanche de planter des anciens cépages comme l'Oberlin, le Kuhlmann ou le Bacot. Place aujourd'hui à du pinot gris, du pinot noir, du gamay, du chardonnay et de l'auxerrois. 5 cépages aménagés avec des techniques modernes. Au pied des plants, le sol est bâché pour éviter le binage et la concurrence hydrique avec les mauvaises herbes. Et la vigne sera en hauteur. Pour la main d'œuvre, pour avoir une fatigue, je dirais, beaucoup moins importante, un atelier de production beaucoup plus ergonomique. Et deuxième point, pour le gel. On a une vigne qui est plus haute, donc moins sensible au gel qu'une vigne à roll-sol. Les premiers raisins seront vendangés dans 3 ans et si les résultats sont au rendez-vous, pourquoi pas imaginer à long terme l'installation d'un vigneron. Conséquence pour une fois bienvenue du réchauffement climatique, une nouvelle activité économique sur ce territoire. C'est bien l'objectif visé. L'expérience de vinification peut être intéressante et peut inciter d'autres à venir s'installer dans notre secteur.
Sol argileux, excellente exposition à Lironcourt, la renaissance des vignes du Charmont est en cours. Mais avant de parler de véritables vignobles, voire d'appellations, il va falloir attendre quelques années. Et je viens d'apprendre à l'instant, une nouvelle carte postale nous a été envoyée par Catherine Henrich. Hier, vous avez découvert la source Saint-Hubert. Aujourd'hui, on poursuit notre promenade sur le circuit archéologie de Lemberg. Nous vous présentons un portrait magnifique des rochers des Trois Figures. Promenade au Treybildertal à Lemberg, à la recherche d'un rocher bien étrange connu dans la région depuis le XVIIIe siècle, mais que l'on a ensuite perdu jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et vu son emplacement, rien d'étonnant. Aujourd'hui, sans le balisage du circuit archéologique mis en place par le club vosgien, aucune chance de tomber dessus par hasard. Le rocher se trouve dans une pente abrupte, surplombant un petit vallon entre les arbres et les fougères. Des rochers, il en émerge un peu partout autour. Ainsi, le rocher qui nous intéresse se perd dans ce paysage. Voici le rocher des Trois Figures. Il s'agit d'un bas-relief gallo-romain représentant deux personnages debout dans une niche à deux cintres, aux vêtements longs, un peu moins grands que nature. 1,40 m, c'est pratiquement la hauteur totale du rocher. Celui de gauche est une femme, portant un diadème. Ce pourrait être Nantosvelta, déesse des forêts, et à ses côtés un homme, peut-être un dieu gaulois. Un monument de facture identique se trouve au musée archéologique de Strasbourg. D'après les spécialistes, les personnages représentés sur ces deux blocs gréseux seraient les divinités celtes qui se retrouvent aussi bien en Irlande que chez nous ou au Palatinat. Quant à la troisième figure, impossible d'émettre la moindre hypothèse, tant elle est abîmée. On pense même qu'on a volontairement souhaité la faire disparaître. Considérée comme la représentation de divinités païennes, la sculpture a fait l'objet d'une christianisation par la gravure de nombreuses croix simples ou doubles. Il apparaît aussi une sorte d'alphabet runique qui remonterait au 5e siècle. Le rocher des Trois Figures reste un mystère par bien des aspects. C'est ce qui le rend si fascinant aux yeux des randonneurs qui croisent son chemin. C'est la fin de notre émission. On se quitte sur les images de Marc N, qui a eu la chance de capturer un moment de la vie d'une famille de renards. Je vous laisse en compagnie de ces animaux batifoulants dans les prés. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Passez une très bonne journée. Prenez soin de vous.